Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Analyse Hebdo. Chaque semaine sur ce plateau, nous revenons sur ce qui fait l'actualité en Guadeloupe et dans le reste du monde, et ce grâce à l'expertise de Georges Calixte, politologue et docteur en sciences politiques. Bonsoir Georges. Bonsoir Marius, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Éclair TV. Le débat autour de la surrémunération des fonctionnaires, le point sur les nouvelles commissions de concertation région-département et l'accord entre les 4 partis de gauche en vue des législatives 2022, autant de sujets que vous avez analysés cette semaine. On voit cela ensemble dans un instant. Des rumeurs sur l'abaissement de la surrémunération des fonctionnaires d'outre-mer ont enflé sur les réseaux sociaux dernièrement. Peut-on avoir les chiffres, Georges, sur les fonctionnaires en outre-mer ? Alors, particulièrement sur la Guadeloupe, on peut compter environ, en comptant les 3 fonctions publiques, territoriales, hospitalières et d'État, environ 29 000 fonctionnaires. Répartis de la manière suivante, les fonctionnaires de l'État et hospitaliers, c'est autour de 14 000, et les fonctionnaires territoriaux, autour de 15 000. Ce qui veut dire qu'un nombre non négligeable de l'emploi, en tout cas de salariés guadeloupéens, appartiennent à ce qu'on appelle les administrations publiques, donc le secteur non marchand. Et c'est vrai que dans le produit intérieur brut de la Guadeloupe, eh bien, ces salaires des fonctionnaires sont intégrés et font que nous ayons un des produits intérieurs bruts les plus élevés de la Caraïbe, mais non pas par rapport à notre capacité à produire, mais par rapport justement à la masse financière qui circule, soit à travers la surrémunération, les 40%, on verra tout à l'heure, soit à travers d'autres prestations sociales. Alors vous me direz, mais combien ça coûte? En fait, quelle est sa contribution chiffrée à l'économie? Le rapport de la Cour des comptes de 2015 avait déjà donné quelques chiffres, en rappelant que, par exemple, fonction publique d'État plus hospitalière à la Guadeloupe, en 2014, c'était déjà 172 millions d'euros, auxquels il faut rajouter autant pour la fonction publique territoriale. Donc, disons que la surrémunération à elle seule injecte dans notre économie près de 350 millions d'euros. Je vous invite à consulter le budget des collectivités territoriales et vous constaterez que c'est une manne financière qui n'est pas négligeable. Et nous réfléchirons tout à l'heure sur les raisons pour lesquelles, alors que ça coûte cher à l'État, dit-on, en réalité, c'est maintenu comme avantage au profit des fonctionnaires outre-mer. Et quelle est l'origine alors de la controverse autour de la suppression de la prime à la vie chère ? La controverse, elle est à 3 niveaux. Elle est d'abord juridique, politique et bien évidemment, on peut parler d'une véritable controverse économique, financière. Alors, juridique, en fait, une loi en 1950 a instauré, la loi du 3 avril 1950, a instauré une majoration de traitement de 25% pour les fonctionnaires. 2 décrets en 53 et en 57 ont instauré un complément de rémunération de 15%. C'est ainsi, alors pour la Guadeloupe, puisqu'à La Réunion par exemple, les fonctionnaires c'est 53%. Donc à la Guadeloupe, une loi pour les 25%, un décret pour les 15%. Les fonctionnaires ont donc 40%. Or, il se trouve que très récemment, et en particulier la loi du 24 novembre 2021, l'ordonnance, c'est important, du 24 novembre 2021, abroge la loi de 50 qui octroyait les 25%, mais en même temps qu'elle abroge, elle restaure ces 25%, en précisant cependant que ce n'est valable que pour la fonction publique d'État et hospitalière. Alors il y a 2 éléments qu'il faut expliquer aux téléspectateurs. D'abord, c'est simplement un élément technique. On abroge une loi, donc la loi n'a plus d'effet, mais si on ne l'avait pas remplacée, on aurait perdu les 25%. Immédiatement, l'ordonnance remplace. Donc ces 25% ne sont pas perdus. D'autre part,
les 15% ne sont pas concernés. Autrement dit, anciens fonctionnaires déjà en poste ou nouveaux fonctionnaires, les choses restent tout simplement en l'état. Par contre, ce qui a peut-être posé controverse, c'est que certains bruits ont couru comme quoi les nouveaux fonctionnaires allaient se voir amputés de soit des 15%, soit des 25%. En réalité, si vous voulez, il n'en est rien. Donc, la controverse juridique relève davantage du malentendu que d'une volonté délibérée, en tout cas, de supprimer ces 40%. Maintenant, qu'en est-il de la fonction publique hospitalière? Ça veut donc dire qu'a priori, on pourrait penser qu'elle n'est pas concernée. En fait, l'ordonnance a tenu compte de la décentralisation. Dans la décentralisation, c'est le principe de libre administration qui prévaut dans les collectivités. Cette surrémunération relèverait du même statut que le régime indemnitaire. Or, seule l'instance délibérante de la collectivité est en mesure de pouvoir prendre une délibération pour maintenir cet avantage supplémentaire de 40%. Donc, à mon sens, c'est l'hypothèse que j'émets, si la fonction publique territoriale n'est pas concernée par l'ordonnance de novembre 2021, c'est tout simplement parce qu'il appartient à chaque instance délibérante d'instaurer son régime indemnitaire et par conséquent de maintenir ou pas ces 40%. Beaucoup de collectivités d'ailleurs ont été incitées il y a à peu près 2 ans à prendre une délibération qui va dans ce sens. Donc voilà pour la controverse juridique. Maintenant sur le plan politique, n'oublions pas qu'il y a plusieurs rapports, le rapport Ripert, le rapport Fragonard, qui avait préconisé la suppression progressive de ces 40% pour les fonctionnaires. Je vous rappelle que dans le rapport de la Cour des comptes, quand on prend la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion, c'est pour les 4 environ 1 milliard d'euros par an. Et Nicolas Sarkozy, à un moment donné, a envisagé effectivement sur le plan politique de supprimer. Mais en réalité, ça soulevait une levée de bouclier. Et il faut aussi comprendre que sur le plan de la politique économique, c'est quand même une surrémunération qui est très intéressante pour le marché français. Pourquoi? Quel que soit ce que l'on consomme, après des 3/4, 75%, ça vient de l'Hexagone. Autrement dit, lorsqu'on verse 1 euro à la Guadeloupe, hormis les stratégies d'épargne et autres, automatiquement, une grande partie de cet euro est engagée dans la consommation. Et où prenons-nous nos produits de consommation? De l'Hexagone. Et il y a une économie, ce qu'on appelle le multiplicateur. Autrement dit, quand on renvoie 1 euro dans l'Hexagone, il y a plusieurs vagues qui s'additionnent et en fait, 1 euro qui vient de la Guadeloupe peut rapporter jusqu'à 1,60 € à l'économie de l'Hexagone. Donc si c'est 40%, voire 53%, et je parle encore pire dans les collectivités d'outre-mer, si ces 40% sont toujours maintenus, c'est que sur le plan politique, les supprimer aboutirait à une baisse de la consommation locale. Moins de pouvoir d'achat. Moins de pouvoir d'achat, donc moins d'importations. Ça veut aussi dire moins de transferts financiers, puisque si systématiquement, quand on vous paie tout ce que vous consommez, vous devez en tout cas le faire venir de l'extérieur, vous enrichissez l'extérieur davantage que votre propre espace économique. Et c'est la raison pour laquelle, jusqu'à présent, Marius, et il faut que les téléspectateurs le comprennent, l'État, s'il n'a pas tranché dans cette affaire-là, c'est qu'il y a un intérêt financier pour les intérêts privés de l'Hexagone, c'est incontestable. Vous alliez dire? Parce que l'argent de l'État revient finalement dans la poche de l'État. Alors, il revient dans la poche de l'État, mais surtout revient dans la poche du secteur marchand de l'Hexagone, puisque tout ce que nous consommons, 90%, il faut que les choses soient claires, vient de l'Hexagone. Autrement dit, vous achetez ici, vous venez de recevoir 1 euro de salaire, vous achetez du riz, mais écoutez, si vous achetez... Un riz qui peut être taxé entre-temps, entre
Oui, qui peut être taxé par rapport à l'octroi de mer ou alors d'autres taxes locales, mais il n'empêche que quand vous payez dans la grande surface, bien la grande surface, après avoir payé ses salariés, d'abord va transférer votre argent à l'extérieur, puisque les comptes sont en général à l'extérieur, mais surtout devoir commander à nouveau du riz. Mais quand il commande du riz dans l'Hexagone ou dans un autre pays, mais c'est surtout dans l'Hexagone, eh bien vous injectez de l'argent dans l'économie de notre territoire. Donc effectivement, controverse politique, mais en même temps, on comprend pourquoi jusqu'à présent, et souvent la question est posée, pourquoi ça n'a pas encore été supprimé? Non, parce que dans le calcul économique que je viens de démontrer au regard du principe du multiplicateur, les 40% restent quand même intéressants au niveau de l'Hexagone. Enfin, la controverse, ainsi que je vous l'ai dit, elle est également financière, puisqu'il faut constater que l'État actuellement est dans une phase où de moins en moins il est prêt à investir dans le cadre de situations d'exception. L'État accepte des dérogations de plus en plus, mais pas des exceptions avec un coût financier important. Et c'est la raison pour laquelle, jusqu'à présent, ce débat, à mon avis, reviendra sur le tapis, puisqu'il va, à un moment donné, se reposer. Et compte tenu que la Cour des comptes, sur le plan financier, a été très sévère par rapport à l'utilisation même de cette surrémunération, et à sa crédibilité, voire à sa légitimité, il y a de fortes chances que de nouvelles discussions s'engagent autour de ce sujet. Bien, je vous propose de passer au deuxième thème de la semaine. Le contrat de gouvernance concertée se concrétise entre les deux collectivités majeures de l'archipel. Votre analyse, Georges, dans un instant. Georges Calixte, des commissions mixtes de travail ont été établies entre la région et le département sur des sujets préoccupants pour les Guadeloupéens tels que l'eau, la santé, l'économie. Quelle est l'utilité de cette gouvernance concertée ? En fait, c'est une instance de concertation supplémentaire que nos élus locaux ont décidé de mettre en place pour lutter, entre guillemets, contre ce qu'on appelle l'enchevêtrement des compétences. C'est-à-dire qu'à la Guadeloupe, il y a des communes, l'intercommunalité, le département, la région. Au nom du principe de libre administration, chacun dispose d'une certaine autonomie. Et il se trouve que dans le même domaine, plusieurs collectivités peuvent intervenir, si bien que ça crée ce qu'on appelle un capharnaüm que j'appelle administratif, et que par conséquent ça nuit à l'efficacité des politiques publiques, puisque le principe de mutualisation ne joue pas forcément. Donc c'est vrai que l'idée visant au niveau du département et de la région à mettre en place ces commissions mixtes permettra de pouvoir mieux se concerter. Alors sachant, Marius, qu'il existe d'autres instances de concertation que je vais très rapidement évoquer, en particulier la conférence territoriale de l'action publique, que la Guadeloupe utilise bien, puisque je crois qu'ils en sont à plus d'une vingtaine de réunions. Et c'est vrai que ces instances de concertation sont nécessaires, mais à mon avis, elles ne font que démontrer combien, pour mieux voir clair, il faut trouver une meilleure rationalisation de l'action publique, parce que qui dit concertation dit tout simplement échange, participation, mais n'engage pas sur le plan politique au niveau du processus de délibération. Autrement dit, il peut y avoir de la coordination. La loi du 27 janvier 2014, la loi de modernisation de l'action publique territoriale, a instauré justement ce qu'on appelle des collectivités chefs de file. Et ces collectivités chefs de file ont un rôle de coordonnateur, mais ne peuvent en aucun cas, puisque c'est ce que prévoit la Constitution, pas de hiérarchie d'une collectivité sur l'autre. Donc même les collectivités chefs de file ne peuvent pas imposer aux autres collectivités la nature des dépenses et les domaines dans lesquels ils interviennent. Donc on est effectivement dans une situation où il faut éclaircir. Maintenant, comme il dans cette initiative des élus, il faut se réconcilier avec la population.
Et me semble-t-il qu'il y a tout lieu de créer davantage d'institutions, en tout cas de commissions ad hoc, d'interface avec la population. Mais surtout des commissions qui auraient pour rôle de procéder, en tout cas, à l'évaluation des politiques publiques. Alors, une évaluation qui serait formelle, qui ne serait pas et en conséquence de compétences liées, ça veut donc dire que les élus ne seraient pas tenus, en tout cas, de voir les décisions, pas les décisions, les propositions du public s'imposer à eux. Pas du tout. Par contre, nous avons à la Guadeloupe un problème d'évaluation des politiques publiques. Et c'est vrai que l'interface entre institutions est nécessaire, mais en même temps, il serait intéressant que cette interface joue davantage avec la population elle-même. On a vu d'ailleurs combien pour l'eau, il y a ce besoin de la population de participer dans la gestion publique d'un certain nombre de matières qui font partie de son quotidien. Donc on est vraiment dans une situation qui présente un intérêt, mais qui serait plus efficace encore s'il y avait des instances qui intégraient le public. D'ailleurs, je vous signale que la modification constitutionnelle qui date du 28 mars 2003 a créé ce qu'on appelle le droit à pétition, par lequel les citoyens peuvent faire une pétition pour que soit inscrit à l'ordre du jour d'une collectivité, par exemple, un sujet qu'ils veulent voir débattre. Cette pétition n'impose rien à la collectivité et que par ailleurs, il y a possibilité d'organiser des référendums locaux qui peuvent être des référendums consultatifs ou décisionnaires. Mais ça reste cependant lourd. Le meilleur moyen, compte tenu du fait que nous savons que nos services administratifs gagneraient à être plus efficaces. Souvent, le fonctionnement de l'administration locale est décrié. Il me semble-t-il que ce genre de commission d'évaluation des politiques publiques associant des membres de la société civile, mais également surtout des citoyens, qui seraient renouvelés à la limite de chaque année, tous les 2 ans, serait de nature à, en tout cas, rétablir la confiance entre les élus et les citoyens. Donc, il faudra suivre cette instance de concertation. J'espère qu'elle ne sera pas définitive, puisque ma position n'a jamais changé et vous la connaissez. Seule une collectivité unique va nous permettre de pouvoir rationaliser et réaliser des économies d'échelle, rationaliser pour mutualiser, rationaliser pour réaliser des économies d'échelle. Et eu égard maintenant à l'évolution prévisible des modifications constitutionnelles dans l'optique de l'actuel président de la République, et sous réserve bien évidemment qu'il ait la majorité à l'Assemblée, ce qui n'est pas pour l'instant acquis, puisque l'élection va se dérouler d'ici à peu près 1 mois, un peu moins de mois, eh bien, il y aura de toute façon des modifications qui vont nous imposer de nouvelles compétences, mais qui également vont nous imposer de nouvelles institutions. Donc, autant les anticiper. Georges Calixte, quels pourraient être les inconvénients d'une fusion des 2 collectivités ? Alors, il y a eu 2 études qui ont été menées, par exemple, pour celle de la Martinique, par les collègues de l'Université des Antilles. Alors, le premier inconvénient, c'est qu'à partir du moment où on fusionne les 2 institutions, c'est vrai que pour le personnel contractuel, il y a une mutualisation. Donc, qui dit mutualisation dit qu'on a besoin de moins de personnes. Alors, c'est intéressant pour la masse salariale parce que ça fait des économies non négligeables. Mais il y a dans chaque collectivité des contractuels et c'est vrai que ces contractuels risquent d'être un nombre moins important et par conséquent risquent d'avoir des difficultés à voir pérenniser leur emploi. C'est le premier inconvénient, mais qui fait partie, si vous voulez, d'une rationalisation à un moment donné de la masse salariale, puisque rappelez-vous que le rapport de la Chambre régionale des comptes pointe du doigt régulièrement ces obligations, en tout cas le pourcentage important de la masse salariale dans la section de fonctionnement qui obère, puisque ça limite ce qu'on appelle l'autofinancement pour les investissements. Voilà, donc premier inconvénient. Le deuxième inconvénient, il va falloir d'un certain temps d'adaptation, mais qui, s'il est préparé, est très court, entre 2 institutions
de cultures différentes, puisque, si vous voulez, il y en a une qui est vraiment spécialisée dans la solidarité, dans le social, solidarité des territoires, solidarité intergénérationnelle, qui peut-être, en tout cas, va gérer, je dis peut-être parce qu'il se peut que le RMI le RSA soit recentralisé. En tout cas, la proposition a été faite par la loi 3DS pour les départements qui le souhaitent. Et c'est vrai qu'il y aura pendant quelques mois une culture à mettre en place entre les deux collectivités, mais ça n'a pas plus mal fonctionné à la Martinique, ça n'a pas plus mal fonctionné à la Guyane. Saint-Martin, Saint-Barthélemy, tout près de nous, ont franchi le cap, ils sont même passés dans l'article 74. Donc, à terme, de toute façon, il va falloir que l'on puisse travailler ensemble entre les fonctionnaires des deux collectivités pour finalement n'en former qu'une seule. Je vous propose de passer au dernier sujet de la semaine, Georges, les législatives 2022 au niveau national. C'est tout de suite. Quel est l'enjeu de l'accord de la gauche dans le cadre des élections législatives de 2022 ? Oui, alors quand vous parlez d'enjeu, en fait, c'est l'occasion de rappeler qu'il n'y a pas eu création de nouveaux partis. Jean-Luc Mélenchon, 22% au présidentiel, les Insoumis, le Parti socialiste, Europe Écologie, les Verts avec les trois tendances, plus le Parti communiste, donc socialiste, communiste et les Verts, ont eu moins de 5%. Donc il a pris l'initiative, non pas de créer un parti, mais de créer un intergroupe parlementaire. Alors pourquoi je fais la différence entre le parti et l'intergroupe parlementaire? Certains poussent l'analyse en disant mais la gauche a retrouvé ses bases, la gauche a retrouvé ses valeurs. Non. L'accord s'est fait autour de 4 conditions. Le SMIC à 1 400 €, la retraite à 60 ans pour ceux qui ont 40 ans de cotisation, un soutien particulier pour les jeunes qui sont précaires et le blocage de certaines denrées, en tout cas de certaines denrées de première nécessité. Voilà sur quoi a abouti l'accord d'un point de vue organique. Maintenant, sur le plan mécanique, il a été laissé à chaque institution, communiste, socialiste ou bien les Verts, la liberté de mouvement, puisque par exemple, on voit bien que pour la gestion de l'Europe, ces 4 partis, philosophiquement, n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc, ce n'est pas un nouveau parti, ce n'est pas un retour des valeurs de gauche à une antériorité, c'est en fait dans l'esprit de Jean-Luc Mélenchon qui estime n'avoir, et il a raison, il n'a manqué quand même les élections que de 425 000 voix, sinon il était au deuxième tour. Eh bien, c'est d'être Premier ministre, et que pour qu'il soit Premier ministre, il faut qu'il ait une majorité que j'arrondis à 290 députés. Il n'y avait qu'un seul moyen de l'avoir, c'est une fusion de la gauche. Et cette fusion, dans l'optique de Jean-Luc Mélenchon, devrait lui permettre d'obtenir une majorité, c'est son hypothèse personnelle. Et cette majorité lui permettrait de pouvoir postuler en tant que Premier ministre. Voilà. Donc c'est plus un accord stratégique au niveau national en vue de jouer sur l'hypothèse de l'alternance, plus qu'un véritable accord politique comme il y a pu y avoir à un moment donné en 81, un véritable programme commun de la gauche. Non, on en est loin, vraiment très loin. Emmanuel Macron ne pourra plus se présenter aux prochaines élections présidentielles cette fois. À qui est-ce que vous pensez que ça peut bénéficier justement à cette gauche, à cette nouvelle gauche? Alors, cette nouvelle gauche, c'est la nouvelle Union populaire sociale et écologiste. Elle a quand même du travail à faire. J'ai dit 290 députés, donc je reste sur des données objectives. Actuellement, les Insoumis, c'est 17 députés. Le Parti communiste n'a pas de quoi constituer un groupe de 15 députés. Il en a 13, dont 2 apparentés. Le Parti socialiste en a 33, 5 apparentés.
et les Verts en ont 18, donc 4 apparentés. Autrement dit, pour que le plan mis en place par Jean-Luc Mélenchon fonctionne, il aurait fallu qu'aux prochaines législatives, tous ces partis multiplient leur nombre de députés par 3. C'est loin d'être gagné. L'accord a consisté à différencier les circonscriptions gagnantes, c'est-à-dire ceux, il y avait déjà des députés sortants qui vont se représenter parce qu'ils ont de fortes chances d'être élus. Là, ce sont des circonscriptions gagnantes. Il y a eu, si vous voulez, là-dessus, un premier accord avec quelques désaccords qui vont générer des dissidences. Deuxièmement, il y a eu le fait que lorsque, dès le premier tour, il y a un représentant de la France Insoumise qui est mieux placé qu'un représentant du Parti Socialiste ou autre, il puisse y avoir ce phénomène de désistement. Voilà, c'est ce en quoi a consisté l'accord sur le plan politique. Donc, attendons, je vous dis qu'il faut que chacun multiplie par 3 le nombre de députés qu'il a. Attendons voir, est-ce qu'ensuite, dans l'hypothèse où cette stratégie aboutit, est-ce que ce conglomérat de partis avec cependant des différences philosophiques importantes, est-ce que ça suffira pour maintenir une majorité stable à l'Assemblée en cas de cohabitation? Écoutez, il y a une dynamique qui a été lancée, à savoir une dynamique de contestation. Nous verrons dans quelle mesure cette dynamique de contestation se prolonge au niveau des législatives. Pour l'instant, il convient de rester prudent puisque les premiers sondages qui interviennent montrent que lorsqu'on vote pour un député, il y a entre la dynamique nationale et la dynamique électorale, il y a quand même la médiation de l'équation personnelle du député, son ancrage territorial, son implantation, et que cette notoriété électorale spécifique aux députés est de nature à atténuer tout ce qui peut être le mécontentement. On verra quelle stratégie, en tout cas au fur et à mesure, s'est avérée la plus payante. Bien, merci Georges pour vos analyses pertinentes. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Passez une excellente semaine sur Éclair TV.